Le vent de novembre coupait le centre de Chicago comme un couteau, faisant trembler les fenêtres du Marriott Magnificent Smile. Alors que Michael Harris ajustait sa cravate dans le reflet d'acier poli de l'ascenseur, le séminaire d'entreprise annuel de Techflow Solutions battait son plein 20 étages plus bas. Cependant, Michael s'était éclipsé des festivités pour récupérer le matériel de présentation que Victoria avait oublié dans sa chambre. Son épouse depuis 8 ans avait toujours été désorganisée dans les détails, brillante en stratégie, mais inefficace dans l'exécution. C'était l'une des choses qui l'avait initialement séduit chez Victoria Johnson Harris. La façon dont son esprit s'emballait tandis que ses mains butaient sur le quotidien était charmante. Pourtant, cette nuit-là, son oubli signifiait qu'il devrait monter en hâte chercher la clé USB contenant les prévisions trimestrielles du lendemain avant que la séance de réseautage de la soirée ne commence sérieusement. L'ascenseur montait régulièrement. Son doux vrombissement était le seul son qui rompait le silence. Michael consulta sa Rolex. 20h47, Victoria devait probablement déjà se demander où il était. En tant que directeur des ventes seniors de l'entreprise, il était censé sociabiliser avec des clients potentiels, pas jouer à récupérer les fichiers oubliés de son épouse, la directrice marketing. Le 23e étage était étrangement silencieux comparé aux niveaux animés de la conférence en bas. Les pas de Michael résonnaient sur la moquette tandis qu'il avançait dans le couloir, sortant sa carte d'accès de son portefeuille. La chambre 2315, son pied-à-terre pour les 3 prochains jours. Il glissa la carte dans le lecteur, attendant la lumière verte familière et le clic. Mais en atteignant la poignée, des voix s'échappèrent à travers la porte. La voix de Victoria spécifiquement, bien qu'étouffée et différente, haletante d'une manière qui fit que Michael s'arrêta, sa main se figeant à mi-chemin. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, David. Et si quelqu'un nous voit ?» Le sang de Michael se glaça. David. David Miller, l'arrogant directeur régional qui avait rejoint Techflow 6 mois plus tôt avec son MBA d'une université de l'Ivy League et ses costumes de créateur. Le même David qui avait accordé une attention inhabituelle à Victoria lors des réunions, qui semblait toujours trouver des prétextes pour la consulter sur des projets qui n'avaient rien à voir avec le marketing. « Détends-toi, ma belle. La fête ne finira pas avant des heures. De plus, ton mari est probablement en train d'ennuyer un client avec des chiffres de vente. » Les mots frappèrent Michael comme des coups physiques. Il resta figé dans le couloir, son esprit luttant pour assimiler ce qu'il entendait. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. Non, Victoria, pas sa Victoria, qui était à ses côtés devant l'hôtel 8 ans plus tôt et avait promis de l'aimer, de l'honorer et de le chérir. Pas la femme qui l'avait aidé à passer d'associé junior à directeur senior, qui avait été sa partenaire en tout. Mais les sons provenant de leur chambre, sa chambre, racontaient une toute autre histoire. Les mains de Michael tremblaient tandis qu'il reculait lentement de la porte, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Chaque instinct lui criait d'entrer de force, de les confronter, d'exiger des explications, des excuses et des promesses que cela ne se reproduirait plus jamais, mais quelque chose de plus profond, de plus froid, l'en a empêché. C'était peut-être la façon désinvolte dont David l'avait écarté, ou l'enthousiasme haletant dans la voix de Victoria, un ton qu'il n'avait pas entendu adresser à lui depuis des mois. Au lieu de cela, Michael fit quelque chose qui allait définir le prochain chapitre de sa vie. Il sortit son téléphone et commença à enregistrer. L'audio n'était pas parfait à travers la porte, mais il était suffisamment clair. Suffisamment clair pour capturer le rire de Victoria, ce son musical dont il était tombé amoureux à l'université, suffisamment clair pour entendre la voix de David, devenant progressivement plus intime, suffisamment clair pour documenter la destruction systématique de son mariage. Lorsque les voix se turent enfin, Michael se retira à l'ascenseur, son esprit fonctionnant en pilote automatique. Il descendit à l'étage de la conférence, son visage masqué d'un professionnalisme qui lui avait bien servi dans les salles de conseil et les réunions avec les clients. Personne lors de la séance de réseautage ne sembla remarquer que quelque chose n'allait pas. Il serra des mains, échangea des banalités sur les prévisions trimestrielles. Il réussit même à rire des blagues éculées du directeur régional Peterson sur le temps de Chicago. Mais à l'intérieur, Michael Harris était en train de calculer. Il retrouva Victoria 1 heure plus tard, rayonnante dans sa robe de cocktail noir, charmant un groupe de clients potentiels de Dallas. Elle croisa son égard à travers la salle et sourit. Ce même sourire éclatant et aimant qu'il avait chéri pendant 8 ans. Le sourire qui, apparemment, avait été un mensonge. « Te voilà », dit-elle lorsqu'il s'approcha, glissant son bras dans le sien avec une aisance habituelle. « Je me demandais où tu étais passé. »
As-tu trouvé les fichiers de la présentation? Je ne les ai pas trouvés. Michael répondit doucement, étudiant son visage à la recherche d'un signe de culpabilité, d'un indice qui pourrait révéler la vérité. Mais Victoria avait toujours été douée pour la compartimentalisation. C'était ce qui la rendait si efficace en marketing. Je chercherai à nouveau plus tard, dit-elle en serrant son bras. Ne t'inquiète pas pour ça. Je peux recréer les diapositives si nécessaire. Tu sais à quel point je suis doué pour improviser, n'est-ce pas? Oui, pensa Michael avec amertume. Il commençait à comprendre à quel point elle était douée pour ça. Le reste de la soirée passa dans une brume surréaliste. Michael joua son rôle à la perfection. Le mari dévoué, le directeur des ventes à succès, le membre d'équipe exemplaire de l'entreprise. Il loua les compétences en réseautage de Victoria, rit de ses blagues, et même dansa avec elle lorsque l'orchestre de l'hôtel joua leur chanson de mariage, tout cela tandis que son téléphone brûlait dans sa poche avec la preuve de sa trahison. Mais Michael Harris n'était pas devenu le meilleur vendeur de Teshflo en agissant par impulsion. Il avait bâti sa carrière sur la patience, la stratégie et la capacité à conclure des affaires au moment parfait. Cette situation ne serait pas différente. Au cours de la semaine suivante, Michael se transforma en quelqu'un qu'il reconnaissait à peine, un homme capable d'une ruse froide et méthodique. Il commença à prêter attention à l'emploi du temps de Victoria avec une nouvelle intensité, remarquant quand elle travaillait tard, quand elle assistait à des dîners d'affaires, quand elle disait qu'elle allait rendre visite à sa sœur à Milwaukee. Il commença à rentrer chez lui à l'improviste, appelant son bureau à des moments inopinés, suggérant des déjeuners spontanés. Le schéma devint clair rapidement, trop rapidement. Victoria n'était pas seulement en liaison avec David Miller, la femme que Michael avait aimée et à qui il avait fait confiance pendant 8 ans, elle orchestrait apparemment une symphonie d'infidélité qui aurait impressionné Casanova lui-même. Il y avait Robert Taylor de la comptabilité avec son charme juvénile et son excuse commode de réunion budgétaire. Stephen Clark des ressources humaines, dont la consultation de politique semblait nécessiter de nombreuses discussions après les heures de bureau. Chaque découverte se sentait comme un autre clou dans le cercueil de son mariage. Mais Michael se retrouva étrangement détaché de l'impact émotionnel. Au lieu de cela, il se concentra sur la documentation. Des photos prises depuis les parkings de restaurants, des captures d'écran de messages textes qu'il entrevit sur le téléphone de Victoria, des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel et de restaurants qu'il n'avait jamais visités. Pour le vendredi de cette semaine-là, Michael avait recueilli suffisamment de preuves pour détruire la réputation de Victoria 10 fois, mais les preuves n'étaient que le premier pas. Il avait besoin d'une aide professionnelle pour s'assurer que tout soit géré correctement. Le bureau de Jacques Ridé était situé dans un immeuble quelconque à Lincoln Park, le genre d'endroit qui semblait assez ennuyeux pour abriter un cabinet comptable ou une agence d'assurance, ce qui était exactement le but. Ridé lui-même était un homme trapu dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et au visage quelconque qui le rendait parfait pour le travail de surveillance. Il avait été recommandé par l'avocat de Michael comme méticuleux, discret et totalement impitoyable lorsque la situation l'exigeait. Enquête matrimoniale, demanda Ridé, étudiant les preuves initiales que Michael avait fournies. C'est un travail plutôt complet pour un amateur. Êtes-vous sûr de n'avoir jamais fait ça auparavant? Je suis directeur des ventes, répondit Michael. Je suis habitué à enquêter minutieusement sur mes cibles avant de faire un mouvement. Ridé acquiesça avec approbation. Bonne approche. Trop de gens dans votre situation laissent l'émotion obscurcir leur jugement. Ils se confrontent trop tôt. Ils deviennent négligents avec les preuves. Ils se retrouvent dans des situations de parole contre parole qui n'aident personne. Il étendit les photos sur son bureau comme si c'était des cartes à jouer. Ça, par contre, c'est systématique. Professionnel. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Tout, dit simplement Michael. Depuis combien de temps cela dure-t-il? S'il ne s'agit que de ces trois-là ou s'il y a d'autres irrégularités financières, tout ce qui pourrait être pertinent dans les procédures. Est-ce de divorce? Et la vengeance? Demanda Ridé à voix basse. Parce que c'est ce que j'ai l'impression. Michael réfléchit à la question. S'agissait-il de vengeance ou de justice? S'assurer que les actions aient des conséquences, faire en sorte que Victoria comprenne tout le poids de ce qu'elle avait détruit. Je veux qu'elle affronte les conséquences de ses choix, dit-il finalement, toutes. L'enquête de Ridé au cours des 2 semaines suivantes révéla l'ampleur totale de la trahison de Victoria. Les liaisons duraient depuis plus de 6 mois, commençant peu après l'arrivée de David Miller dans l'entreprise. Les réunions n'étaient pas seulement fortuites, elles étaient stratégiques.
Victoria avait fourni des informations de l'entreprise à ses amants, les aidant à avancer dans leur position tout en sapant les collègues qui se mettaient en travers de son chemin. Plus préjudiciable encore fut la découverte que Victoria avait utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour ses activités extra-professionnelles, chambres d'hôtel, dîners coûteux, voyages de week-end déguisés en voyages d'affaires. Tout était imputé au compte de Teshflo et enterré dans des notes de frais gonflées. Mais la révélation la plus dévastatrice arriva un mardi après-midi lorsque Reed présenta à Michael des copies d'échanges de courriels entre Victoria et David Miller. Les messages récupérés du compte Gmail personnel de David peignaient un tableau qui fit se tordre l'estomac de Michael. Victoria n'était pas seulement en liaison, elle planifiait de le quitter. Les courriels détaillaient un schéma élaboré où David recommanderait Victoria pour un poste dans son ancienne entreprise, une start-up technologique en Californie. Il discutait de la vente du Tesla de Michael et de l'utilisation des profits pour l'apport d'un appartement à Palo Alto. Victoria avait même enquêté sur des avocats spécialisés dans le divorce, cherchant des moyens de maximiser sa part de leurs actifs communs. La femme que Michael avait aimée, la femme qu'il embrassait encore pour lui dire au revoir chaque matin et s'enquérait de sa journée chaque soir, avait planifié systématiquement la destruction de leur vie commune. Cette nuit-là, tandis que Victoria dormait paisiblement à ses côtés, Michael prit sa décision. Il ne la confronterait pas, ne supplierait pas d'explication, ni ne supplierait de réconciliation. Au lieu de cela, il donnerait à Victoria exactement ce qu'elle méritait, les conséquences de ses choix, livrées avec la même précision calculée qu'elle avait utilisée pour le trahir. Le lendemain matin, Michael lança sa contre-attaque. Teshflo Solutions avait des politiques strictes concernant la conduite des employés, particulièrement en ce qui concernait les relations interdépartementales susceptibles de créer des conflits d'intérêts. L'entreprise voyait également d'un mauvais œil la fraude aux notes de frais et le partage d'informations confidentielles sans autorisation. Michael passa son heure de déjeuner à rédiger un courriel anonyme à la directrice des ressources humaines, Patricia Williams, au PDG Thomas Director, et à l'ensemble du conseil d'administration. Le message était professionnel, clinique et dévastateur. Il incluait des horodatages, des enregistrements financiers, des photographies et des enregistrements audio. Il détaillait non seulement les liaisons de Victoria, mais aussi un schéma plus large de violation de politiques et d'activités potentiellement criminelles. À 15 heures cet après-midi-là, Victoria avait été convoquée à une réunion d'urgence avec les ressources humaines et la sécurité de l'entreprise. À 17 heures, ses cartes d'accès avaient été désactivées et ses effets personnels étaient emballés dans des cartons par le personnel de sécurité. Michael était en réunion avec des clients lorsque son téléphone vibra avec un SMS de Victoria. « Qu'est-ce qui se passe ? Ils disent que je suis licencié avec effet immédiat. Quelqu'un leur a envoyé des informations sur ma vie personnelle. Michael, j'ai besoin de toi. » Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il termina sa présentation aux clients pharmaceutiques, conclut un accord d'une valeur de $500 000 en revenus annuels et emmena l'équipe prendre des verres de célébration. Ce n'est que lorsqu'il fut sûr que Victoria serait chez elle, assise dans son salon, entourée de ses affaires emballées et tentant d'assimiler la destruction de sa vie professionnelle, qu'il répondit finalement « Je rentre à la maison. Nous devons parler. » Le trajet depuis le centre-ville de Chicago jusqu'à leur maison de banlieue à Neckville n'avait jamais semblé aussi long. Michael utilisa ce temps pour se préparer à ce qui serait sans aucun doute la conversation la plus importante de sa vie. Victoria serait en colère, désespérée. Probablement prête à faire des promesses et à supplier de pardon. Elle voudrait savoir comment l'entreprise avait découvert ses liaisons, elle exigerait des explications, les accusations fuseraient et finalement, elle essaierait probablement de le convaincre que leur mariage pouvait survivre à cela. Mais Michael Harris avait pris sa décision. Il n'y aurait pas de pardon, pas de seconde chance, pas de réconciliation en larmes suivies de thérapie de couple et de vœux renouvelés. Victoria lui avait montré exactement qui elle était quand elle pensait que personne ne l'observait. La femme qu'il avait épousée n'existait plus, si tant est qu'elle ait jamais existé. La maison était sombre, à l'exception des lumières du salon. Lorsque Michael entra dans l'allée, à travers la fenêtre avant, il put voir Victoria faire les 100 pas avec le téléphone collé à l'oreille, probablement en train d'appeler David, ou Robert, ou Steven. Probablement cherchant le soutien des mêmes hommes qui l'avaient aidé à détruire son mariage. Michael resta dans sa voiture un instant, rassemblant ses pensées. Quand il franchirait la porte d'entrée, son ancienne vie prendrait officiellement fin. 8 ans de mariage, 10 ans d'histoire partagée, un avenir qu'ils avaient planifié ensemble, tout se convertirait en rien d'autre qu'un avertissement sur la confiance et la trahison. Il sortit les papiers de divorce de sa mallette, qu'il avait préparée cet après-midi-là.
Son avocat avait accéléré le processus, s'assurant que tout était juridiquement solide et dûment déposé. Victoria aurait 72 heures pour répondre ou faire face à un jugement par défaut. Alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée, il pouvait entendre la voix de Victoria à travers le verre, aiguë et paniquée. « David, tu dois m'aider. Quelqu'un a détruit ma vie professionnelle aujourd'hui. Quelqu'un qui savait tout de nous. » Michael sourit sombrement tandis qu'il insérait sa clé dans la serrure. Oh, ils avaient définitivement des informations sur David Miller et Robert Taylor et Stephen Clark. Les trois hommes affronteraient bientôt leur propre règlement de compte. La porte s'ouvrit et Victoria se tourna, le soulagement inondant son visage lorsqu'elle le vit. « Michael, Dieu merci, tu es là. Il s'est passé quelque chose de terrible. Quelqu'un dans l'entreprise m'a harcelé, a envahi ma vie privée. » « Arrête, » dit Michael à voix basse, déposant sa mallette et retirant son manteau avec une précision délibérée. « Juste arrête. » Quelque chose dans son ton fit que les mots de Victoria s'éteignirent dans sa gorge. Elle étudia son visage et Michael observa comment la compréhension commençait à poindre dans ses yeux. « C'était toi, » murmura-t-elle. « Tu m'as fait ça. » Michael acquiesça. « Oui, je l'ai fait. » Pendant un instant, ils restèrent face à travers le salon, qui avait autrefois été leur sanctuaire. La pièce où ils avaient organisé des dîners, regardé des films et fait des projets pour l'avenir, semblait maintenant être une salle de tribunal, Victoria sur le banc des accusés pour des crimes qu'elle commençait à peine à comprendre qu'elle avait été prise en flagrant délit de commettre. « Depuis quand le sais-tu » demanda sa voix à peine audible. « Depuis la nuit du séminaire d'entreprise, depuis que je t'ai entendu avec David Miller dans notre chambre d'hôtel. » Le visage de Victoria devint livide. « Michael, je peux expliquer. » « Ce n'est pas nécessaire, » l'interrompit-il en sortant les papiers de divorce de sa mallette. « Je sais tout. David, Robert, Stephen, les cartes de crédit de l'entreprise, le plan pour déménager en Californie, tout ça. » Il plaça les papiers sur la table basse entre eux comme s'il lançait un défi. « Tu as 72 heures pour répondre à la requête en divorce. Mon avocat te recommande d'obtenir ta propre représentation, bien que, étant donné ta situation professionnelle actuelle, je ne sois pas sûr de comment tu vas la payer. » Victoria regarda les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « Tu ne peux pas être sérieux, Michael. Ce que nous avions, ce que nous avons. » « Ce que nous avions était un mensonge, » dit Michael, sa voix ferme et froide. « Ce que nous avons maintenant, c'est la preuve de fraude, d'adultère et de la trahison systématique de 8 ans de mariage. Je garde la maison, je garde mes comptes de retraite. Tu peux garder ce qu'il reste après tes honoraires d'avocat. »« Tu es un salaud, » murmura Victoria, les larmes commençant à couler sur son visage. « Un salaud froid et calculateur. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait ? » « Je t'ai donné exactement ce que tu mérites, » répondit Michael. « Ni plus ni moins. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta au pied de l'escalier. « Oh, et Victoria. David Miller s'est porté malade aujourd'hui. Apparemment, son avocat lui a conseillé de n'avoir aucun contact avec toi pendant que l'enquête interne de l'entreprise se déroule. Robert et Stephen ont également engagé des avocats. Il semble qu'aucun de tes amants ne soit aussi dévoué qu'ils le prétendaient lorsque leur relation leur était commode. » Les jambes de Victoria flanchèrent et elle s'effondra sur le canapé en sanglotant. Mais Michael ne ressentit aucune satisfaction dans sa douleur. Il ne s'agissait pas de cruauté ou de vengeance, il s'agissait de conséquences. Il s'agissait de s'assurer que la trahison ait un prix. Alors qu'il montait les escaliers pour faire sa valise de voyage, Michael pouvait entendre Victoria composer des numéros frénétiquement, essayant de contacter quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider à sauver quelque chose du naufrage de sa vie. Mais les appels restèrent sans réponse. David ne prenait pas ses appels. Robert avait apparemment changé son numéro. La messagerie vocale de Stephen était pleine. En l'espace d'une seule journée, Victoria Johnson Harris avait perdu son emploi, son mari, ses amants et son avenir. Elle avait tout misé sur l'hypothèse qu'elle était assez intelligente pour gérer de multiples tromperies simultanément et elle avait perdu. Michael termina de faire ses bagages et descendit les escaliers. Victoria était toujours sur le canapé, regardant son téléphone avec incrédulité. Elle leva les yeux alors qu'il passait, son maquillage coulé, ses cheveux soigneusement coiffés, ébouriffés. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « À un hôtel » répondit simplement Michael. « Je reviendrai chercher le reste de mes affaires ce week-end. »« Michael, s'il te plaît,
nous pouvons surmonter ça. Les gens font des erreurs. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons. Il s'arrêta à la porte et se tourna vers elle une dernière fois. Victoria, dit-il doucement. Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées, certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Il ouvrit la porte, puis regarda par-dessus son épaule. Tu m'as appris ça. Le vent de novembre coupait encore Chicago lorsque Michael sortit de son ancienne vie et entra dans ce qui viendrait ensuite. Derrière lui, la femme qu'il avait autrefois aimée continua de pleurer un mariage qui était mort au moment où elle avait choisi la tromperie plutôt que la dévotion. Michael Harris ne regarda pas en arrière. Le soleil d'Arizona était implacable en juillet, mais Michael Harris trouva quelque chose de purificateur dans son intensité alors qu'il signait les papiers du contrat de location pour son nouvel espace de bureau dans le centre-ville de Phoenix. 18 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de novembre à Chicago, lorsque son mariage était mort, et la chaleur du désert se sentait comme un baptême par le feu, une combustion nécessaire de celui qu'il était autrefois. Phoenix Strategic Solutions, dit-il à voix haute, testant le son du nom dans la suite de bureaux vides. L'ironie ne lui échappa pas. Comme l'oiseau mythique, il ressurgissait des cendres de sa vie antérieure, renaissant et reconstruit de toutes pièces. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt avec une précision chirurgicale. Victoria avait tenté de s'y opposer, bien sûr, engageant un avocat avec de l'argent emprunté à sa sœur. Mais les preuves que Michael avait recueillies étaient accablantes et sa position légale était indéfendable. Elle partit avec pratiquement rien. Un petit règlement, ses effets personnels et le poids écrasant d'une réputation détruite au-delà de toute réparation. Michael, quant à lui, avait tout liquidé. La maison de Neckville fut vendue avec un bon profit. Son 401 K de cash flow, accumulé pendant 15 ans de services dévoués, devint le capital de démarrage de sa nouvelle entreprise. Il avait même vendu le BMW de Victoria, une décision qui avait provoqué 3 messages vocaux furieux qu'il supprima sans écouter. Maintenant, debout dans son nouveau bureau avec ses fenêtres du sol au plafond donnant sur l'horizon de Phoenix, Michael sentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. La possibilité, une possibilité pure et illimitée. Son téléphone vibra avec un message de son premier client potentiel, une entreprise manufacturière de taille moyenne qui cherchait à étendre ses opérations sur la côte ouest. La recommandation était venue d'un ancien collègue de Cashflow, l'une des rares personnes qui avait été témoin de la chute de Victoria et avait compris que Michael avait été la partie lésée. Le bruit courait rapidement sur le stratège de vente astucieux qui avait déménagé de Chicago en Arizona et prenait des projets de conseil avec des taux de réussite remarquables. Pour octobre, Phoenix Strategic Solutions avait décroché 6 clients importants et générait plus de revenus que Michael n'en avait jamais vu en tant qu'employé de Cashflow. Il avait loué un modeste appartement de 2 chambres à Scottsdale, acheté une camionnette d'occasion mais fiable et s'était installé dans une routine entièrement axée sur le travail et l'amélioration personnelle. Ce fut au gala annuel de collecte de fonds du musée Heard que Michael vit Emily Davis pour la première fois. Elle se tenait Pr. S d'une exposition d'art amérindien contemporain, étudiant une sculpture avec le genre d'intensité concentrée qui suggérait une appréciation sincère plutôt qu'une pose sociale. Emily était belle d'une manière discrète, des cheveux auburn aux épaules, des yeux verts intelligents et une posture élégante qui témoignait de confiance sans arrogance. Elle portait une simple robe noire, élégante sans être ostentatoire. Et lorsqu'elle rit de quelque chose que son accompagnateur avait dit, le son était chaleureux et authentique. Michael avait assisté au gala à l'insistance de son tout nouveau client, le PDG d'une entreprise de construction qui insistait sur le fait que le réseautage représentait 90% du succès commercial à Phoenix. Il s'était préparé à une soirée de banalité et d'échange de cartes de visite, pas à la soudaine réalisation qu'il regardait une femme comme un adolescent lors de son premier flirt. L'artiste est Maria Chavez, dit Emily lorsqu'elle remarqua son approche. Elle travaille exclusivement avec des matériaux récupérés. Cette pièce est faite de tuyaux en cuivre et de poutres en acier récupérées de bâtiments démolis à Tucson. C'est remarquable, répondit Michael, bien qu'il fût beaucoup plus intéressé par la femme qu'il expliquait que par l'art lui-même. Travaillez-vous dans le monde de l'art? Emily sourit. L'architecture, en fait. Je me spécialise dans le design durable et la préservation historique. Je suis Emily Davis. Elle tendit sa main avec le genre de poignée de main ferme qui suggérait qu'elle était à l'aise dans des environnements professionnels. Michael Harris, dit-il. Je dirige un cabinet de conseil en affaires. Il se trouva réticent à lâcher sa main. Je suis relativement nouveau à Phoenix.
J'apprends encore à apprécier la culture locale. D'où avez-vous déménagé? Chicago. J'avais besoin d'un changement de décor. Quelque chose dans son ton dut suggérer que le déménagement n'avait pas été entièrement volontaire, car l'expression d'Emily s'adoucit légèrement. Les nouveaux départs peuvent être bons, dit-elle simplement. Phoenix a une manière d'aider les gens à se réinventer. Ils parlèrent pendant 1 heure, passant de l'art à l'architecture et au défi de la création d'une entreprise dans une nouvelle ville. Emily était intelligente sans être prétentieuse, drôle sans trop d'efforts. Et lorsqu'elle mentionna qu'elle travaillait sur un projet de restauration d'un théâtre des années 1920 dans le centre-ville de Phoenix, Michael se trouva sincèrement intéressé d'en savoir plus. « Voudriez-vous le voir un jour » demanda Emily alors que le gala touchait à sa fin. « Le théâtre, je veux dire. C'est un bâtiment fascinant et la plupart des caractéristiques originales art déco sont encore intactes. »« J'adorerais » répondit Michael, et il le pensait. Leur premier rendez-vous officiel eut lieu 1 semaine plus tard, visitant le théâtre Orpheum abandonné que la firme d'Emily avait été chargée de restaurer. Elle lui montra des fresques originales cachées derrière des décennies de peinture, expliqua les défis d'ingénierie de la mise à jour des systèmes électriques dans un bâtiment historique et révéla une passion pour son travail qui rappela à Michael pourquoi il était tombé amoureux de la stratégie commerciale en premier lieu. Pour Noël, ils se voyaient régulièrement. Pour la Saint-Valentin, Emily avait commencé à laisser des vêtements dans l'appartement de Michael. Pour l'été, ils parlaient de trouver un endroit ensemble, quelque chose avec plus d'espace, peut-être une petite maison avec un patio où Emily pourrait expérimenter l'aménagement paysager désertique. Michael n'avait jamais espéré retomber amoureux. Après la trahison de Victoria, il avait supposé que cette partie de sa vie était définitivement close. Mais Emily était différente à tous égards importants. Elle était honnête quant à son passé, un bref mariage dans ses 20 ans qui s'était terminé à l'amiable lorsque son ex-mari et elle avaient réalisé qu'ils voulaient des choses différentes. Elle soutenait son entreprise sans être envahissante malgré ses longues heures. Plus important encore, elle ne demandait jamais plus d'informations sur son divorce que ce qu'il était à l'aise de partager. « Tu ne parles pas beaucoup de ton ex-femme » observa Emily un soir alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans sa cuisine. « Il n'y a pas grand-chose à dire » répondit Michael, se concentrant intensément sur la découpe des légumes. Ça a mal tourné. Elle a pris des décisions qui ont détruit notre mariage. Je tourne la page. Emily acquiesça, comprenant que le sujet était clos. C'était l'une des choses que Michael appréciait le plus chez elle. Elle ne le pressait pas pour des informations qu'il n'était pas prêt à partager. En 2023, Phoenix Strategic Solutions avait dépassé les attentes les plus folles de Michael. Il avait engagé 2 consultants juniors, loué une suite de Buréa. UX plus grande et refusait des projets car il ne pouvait gérer le volume. Sa liste de clients incluait des entreprises du Fortune 500 et ses réussites devenaient légendaires dans les cercles commerciaux de Phoenix. Le timide directeur des ventes méthodiques de Chicago s'était transformé en un entrepreneur confiant qui facturait des honoraires de conseil à 6 chiffres. La carrière d'Emily était également florissante. Son projet de restauration de théâtre avait remporté plusieurs prix, ce qui avait conduit à des contrats pour d'autres travaux de préservation historique en Arizona et au Nouveau-Mexique. Ils avaient déménagé dans une belle maison de style artisanal dans le quartier historique de Phoenix, complète avec le jardin désertique qu'Emily avait rêvé de créer. La vie était bonne, mieux que bonne. C'était tout ce que Michael n'avait jamais osé espérer après le naufrage de son premier mariage, c'est pourquoi la première attaque fut un si grand choc. Cela commença petit. Quelques clients mentionnèrent avoir reçu des courriels anonymes qui mettaient en doute les références de Michael, suggérant que ces références de Chicago n'étaient peut-être pas aussi solides qu'annoncées. Les courriels étaient vagues, mais préoccupants, laissant entendre des préoccupations éthiques et des questions sur la conduite professionnelle sans formuler d'accusations spécifiques. Le premier instinct de Michael fut de rejeter les messages comme l'œuvre d'un concurrent essayant de miner son succès. Le secteur du conseil à Phoenix était compétitif et il avait certainement froissé quelques personnes en obtenant si rapidement des contrats de haut niveau. Mais lorsque les courriels persistèrent et devinrent plus précis, mentionnant nommément Cashflow Solutions et suggérant que Michael avait quitté Chicago dans des circonstances douteuses, il commença à suspecter que quelque chose de plus ciblé se passait. La deuxième vague d'attaques fut plus sophistiquée. Des clients potentiels qui avaient été prêts à signer des contrats se montrèrent soudainement froids, citant des préoccupations soulevées lors de la vérification des antécédents. Lorsque Michael pressa pour obtenir des détails, ils furent évasifs, mentionnant des informations reçues de sources crédibles concernant ses pratiques commerciales et sa fiabilité professionnelle. Puis vint la notification d'audit de l'IRS.
Michael regarda la lettre officielle avec une incrédulité croissante. Phoenix Strategic Solutions était soumise à un audit approfondi de ses déclarations de revenus, de ses notes de frais et de ses pratiques commerciales. La lettre citait des irrégularités signalées par une source confidentielle et avertissait que l'enquête serait minutieuse et intrusive. « C'est une folie », dit Emily lorsque Michael lui montra la lettre. « Tes comptes sont impeccables. J'ai vu ton système comptable. Tout est documenté jusqu'au dernier centime. » « Ce n'est pas la question, » répondit Michael sombrement. « Un audit de l'IRS, c'est comme être accusé d'un crime. Même si vous êtes complètement innocent, le processus est destructeur. » L'audit a consommé les 6 mois suivants de la vie de Michael. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque dépense professionnelle devait être documentée et justifiée. Les agents de l'IRS étaient professionnels mais minutieux, et leur enquête s'est étendue pour inclure les déclarations de revenus personnels remontant à son divorce d'avec Victoria. Pendant ce temps, la campagne de diffamation anonyme s'est intensifiée. Quelqu'un contactait systématiquement les clients et prospects de Michael, fournissant suffisamment d'informations précises sur son passé pour paraître crédible tout en les présentant de la manière la plus préjudiciable possible. Le fait que son ex-femme ait été licenciée de Techflow est devenu la preuve de la nature vindicative de Michael. Son succès rapide à Phoenix a été attribué à des pratiques commerciales douteuses plutôt qu'à des compétences légitimes. En janvier 2024, Michael avait perdu 4 clients importants et peinait à en signer de nouveaux. L'audit de l'IRS touchait enfin à sa fin. Il n'avait rien trouvé d'illégal, comme prévu, mais les dommages à sa réputation étaient substantiels. Phoenix Strategic Solutions perdait de l'argent et pour la première fois depuis qu'il avait quitté Chicago, Michael se demandait si sa nouvelle vie était aussi sûre qu'il l'avait cru. La tension affectait aussi sa relation avec Emily. Elle essayait d'être compréhensive, mais le stress constant pesait sur eux deux. Leur conversation tournait de plus en plus autour des attaques contre son entreprise et Michael se retrouvait à devenir paranoïaque et soupçonneux, d'une manière qui lui rappelait étrangement ses derniers mois avec Victoria. « Peut-être devrais-tu engager un détective privé », suggéra Emily un soir après que Michael eut passé 1 heure à fulminer au sujet d'un autre contrat perdu. « Si quelqu'un attaque systématiquement ton ENT. Reprise, il pourrait y avoir des preuves pour t'aider à riposter. » Michael leva les yeux des projections financières qu'il était en train d'examiner. « Je sais exactement qui est derrière tout ça, » dit-il à voix basse. « Tu le sais ? » ?»« Je le sais depuis des mois. Je ne voulais juste pas croire que c'était possible. » Emily attendit et Michael réalisa qu'il devrait enfin lui raconter toute la vérité sur Victoria. « Mon ex-femme ne m'a pas seulement trompé, » commença-t-il. « Elle m'a systématiquement trahi pendant des mois, planifiant de me quitter pour un autre homme tout en puisant dans nos comptes joints et en partageant des informations confidentielles de l'entreprise avec ses amants. Quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, je n'ai pas seulement divorcé d'elle, je l'ai détruite, je l'ai fait virer. Je me suis assuré que tout le monde dans son entreprise sache exactement quel genre de personne elle était et je l'ai laissée sans rien. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, mais elle ne l'interrompit pas, elle a juré qu'elle me le ferait payer, continua Michael. « Je pensais avoir gagné. Je pensais que quitter Chicago et recommencer à zéro mettrait fin à tout, mais Victoria n'a jamais appris à accepter la défaite avec grâce. Tu crois qu'elle est derrière les attaques contre ton entreprise? Je le sais. Les informations utilisées contre moi sont trop spécifiques, trop précises. Quelqu'un ayant une connaissance intime de mon passé fournit des détails à quiconque orchestre cette campagne. Et Victoria est la seule personne qui me hait suffisamment pour investir autant de temps et d'énergie à détruire ma nouvelle vie. » Emily resta silencieuse un long moment, assimilant cette information. Finalement, elle demanda « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Avant que Michael ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'affichage de l'appelant montrait un numéro qu'il ne reconnaissait pas, mais quelque chose le poussa à décrocher. Michael Harris. « Monsieur Harris, je suis Jack Ridey. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années à Chicago. » Le sang de Michael se figea. Ridey, le détective privé qui l'avait aidé à documenter l'infidélité de Victoria. « Que puis-je faire pour vous, Jack ? Je crois que nous devons parler. J'ai été engagé pour vous enquêter et j'ai pensé que vous devriez savoir que votre ex-femme ne travaille pas seule sur ce coup. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire qu'elle a un soutien financier, des conseils professionnels et des ressources qui vont bien au-delà de ce qu'une directrice marketing au chômage devrait pouvoir se permettre. Quelqu'un avec beaucoup d'argent et de relations l'aide à détruire votre entreprise. » Michael sentit le froid familier de la rage calculée s'installer en lui.
Qui? C'est ce que je pense que nous devrions discuter en personne. Pouvez-vous prendre un vol pour Chicago ce week-end? Michael regarda Emily, qui l'observait avec inquiétude et une compréhension grandissante. Oui, dit-il, j'y serai. Après avoir raccroché, Emily s'approcha de lui sur le canapé. C'est plus que juste ton ex-femme, n'est-ce pas? Apparemment, l'esprit de Michael passait déjà en mode stratégique, celui qui lui avait également servi dans les ventes et le développement commercial. Mais quiconque aide Victoria a commis une grave erreur. Quel genre d'erreur? Michael sourit et pour la première fois depuis des mois, ce fut une expression véritablement prédatrice. Ils ont supposé que j'étais la même personne qui avait été prise au dépourvu par la trahison de sa femme il y a 5 ans. Ils sont sur le point d'apprendre à quel point j'ai changé depuis. Le vol vers Chicago fut comme un voyage dans le temps. Alors que l'avion descendait vers O'Hare, Michael pouvait voir l'horizon où il avait bâti sa première carrière. Il était tombé amoureux, s'était marié et avait appris les leçons les plus dures de sa vie. Mais il n'était pas le même homme qui avait fui cette ville vaincue et humiliée. Maintenant, il était plus fort, plus intelligent et infiniment plus dangereux pour quiconque serait assez stupide pour menacer ce qu'il avait construit. Jack Ridley le retrouva dans un café de Lincoln Park, le même quartier où son bureau était situé 5 ans auparavant. Le détective privé semblait plus vieux, plus grisonnant, mais ses yeux étaient aussi vifs que jamais. Vous avez bonne mine, Michael. Le succès vous va bien. Allez droit au but, Jack. Qui finance la campagne de vengeance de Victoria? Ridley fit glisser un dossier sur la table. David Miller, l'ancien amant de votre ex-femme, il s'avère qu'il n'a pas subi les mêmes conséquences professionnelles qu'elle après le scandale Techflow. En fait, il s'en est plutôt bien tiré. Michael ouvrit le dossier et sentit sa tension artérielle monter en flèche. Le profil LinkedIn de David Miller montrait qu'il était maintenant vice-président du développement stratégique chez Techflow Solutions. ONS, ayant été promu 2 fois depuis le licenciement de Victoria. Il avait tiré parti de son MBA et de sa survie au scandale de l'entreprise pour une ascension fulgurante dans les rangs corporatifs. Il n'a jamais oublié Victoria, continua Ridley. Et plus important encore, il ne vous a jamais pardonné d'avoir détruit leur relation. Il finance sa vie à Chicago, paie ses frais juridiques et, récemment, finance sa campagne contre vous. Depuis combien de temps? Les attaques contre votre entreprise ont commencé environ 6 mois après que Miller ait obtenu sa promotion au poste de VP. C'est à ce moment-là qu'il a finalement eu suffisamment d'argent et d'influence pour rendre ce type d'opération possible. Michael étudia les photos de surveillance dans le dossier. David Miller, plus âgé et plus raffiné qu'il y a 5 ans, dînant avec Victoria dans un restaurant cher de Chicago. Les deux rencontrant un homme que Ridley identifiait comme Marcus Green, un avocat de haut vol spécialisé dans les guerres corporatives. Victoria entrant dans les bureaux d'une entreprise de cybersécurité qui, selon l'enquête de Ridley, avait une activité secondaire dans la gestion de la réputation numérique et les campagnes de harcèlement en ligne. Ils n'essaient pas seulement de détruire votre entreprise, dit Ridley à voix basse. Ils essaient de détruire toute votre vie, votre réputation, votre relation, votre santé mentale, tout. Et vous me dites tout ça, pourquoi? Parce que vous m'avez bien payé il y a 5 ans et vous m'avez traité avec respect, ce que beaucoup de clients ne font pas. Aussi parce que je n'aime pas les brutes. Et c'est ce qu'est devenu Miller. Il utilise sa position corporative et ses ressources financières pour mener une guerre contre quelqu'un qui se défendait d'une trahison. Michael ferma le dossier et regarda par la fenêtre l'horizon de Chicago. Quelque part là dehors, Victoria célébrait probablement ce qu'elle pensait être sa victoire imminente. David Miller planifiait probablement la prochaine phase de sa campagne, confiant d'avoir enfin trouvé un moyen de punir l'homme qu'il avait humilié 5 ans auparavant. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. « Jack, dit Michael à voix basse, je vais avoir besoin de vos services à nouveau, mais cette fois, je ne cherche pas seulement des preuves d'actes répréhensibles, je cherche la victoire totale. Qu'avez-vous en tête ?» Michael sourit et c'était le genre d'expression qui avait conclu des accords d'1 million de dollars et intimidé des concurrents tout au long de sa carrière. Je vais donner à Victoria et David exactement ce qu'ils méritent et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Le matin de février était frais à Phoenix, alors que Michael Harris était assis dans son bureau, regardant la pile de contrats annulés sur son bureau. Pour tout observateur, il semblait un homme au bord de la défaite. Épaules affaissées, cravate desserrée, l'expression creuse qui vient de voir tout ce que l'on a bâti s'effondrer autour de soi. Mais les apparences, comme Michael l'avait appris il y a longtemps, pouvaient être merveilleusement trompeuses.
Durant les 3 derniers mois, depuis sa rencontre avec Jack Ridley à Chicago, Michael avait joué le rôle le plus important de sa vie, celui d'un homme brisé qui perdait lentement tout. C'était une performance digne d'un prix de l'Académie, avec des appels téléphoniques de plus en plus désespérés à d'anciens clients, des démonstrations publiques de frustration lors d'événements de réseautage professionnel et des conversations privées soigneusement orchestrées qu'il savait qu'elles parviendraient à Victoria et David Miller. La vérité était bien différente. Tandis que ses ennemis célébraient ce qu'ils pensaient être sa destruction imminente, Michael avait méthodiquement construit le piège le plus élaboré de sa carrière. Chaque contrat annulé, chaque client perdu, chaque signe apparent d'échec commercial avait été soigneusement calculé pour attirer Victoria et David plus profondément dans son stratagème, jusqu'à ce qu'ils soient si confiants dans la victoire qu'ils commettraient le genre d'erreur pouvant être poursuivie en vertu de la loi fédérale. Son téléphone vibra avec un SMS d'Emily. La réunion avec la commission de planification de la ville a été déplacée à 14 h, dîner à 19 h. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Michael sourit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Emily avait été son ancre tout au long de cette épreuve, lui offrant la stabilité émotionnelle dont il avait besoin pour maintenir sa façade tout en exécutant l'opération stratégique la plus complexe de sa vie. Elle savait que quelque chose se passait. Michael avait été trop réservé, trop calme face à l'apparent désastre pour qu'elle ne soupçonne pas qu'il planifiait quelque chose, mais elle lui faisait suffisamment confiance pour ne pas insister sur les détails. Il répondit, le dîner semble. Parfait. Je devrais avoir de bonnes nouvelles à partager d'ici là. Aujourd'hui était le jour où tout se mettrait en place. Après des mois de préparation minutieuse, les dernières pièces du plan de Michael étaient sur le point de s'assembler. L'appel arriva à 10h47, exactement comme Michael l'avait prédit. Monsieur Harris, je suis Jennifer Walsh de Walsh et Associés. Je représente un consortium d'investisseurs qui pourraient être intéressés par l'acquisition de votre base de clients et de vos actifs commerciaux. Michael laissa transparaître la juste dose de surprise dans sa voix. Je suis désolé, mais je ne crois pas comprendre. Phoenix Strategic Solutions n'est pas à vendre. Peut-être pas dans des circonstances normales, répondit Walsh avec douceur. Mais nous comprenons que votre entreprise a rencontré quelques difficultés dernièrement. Nous sommes prêts à faire une offre très généreuse pour vos relations clients existantes et votre propriété intellectuelle. Bien sûr qu'il l'était. Michael attendait cet appel depuis que Jack Ridley l'avait informé que Victoria et David travaillaient avec une entreprise écran conçue pour acquérir des cabinets de conseil en difficulté. Le plan était élégant dans sa cruauté, acheter l'entreprise en faillite de Michael pour une fraction de sa valeur réelle. Puis utiliser ses relations clients et ses méthodes propriétaires pour lancer un cabinet concurrent qui dominerait le marché de Phoenix. J'ai besoin de voir les termes, dit Michael en injectant la bonne note d'espoir désespéré dans sa voix. Les choses ont été difficiles dernièrement. Bien sûr, seriez-vous disponible pour une rencontre à Chicago ce vendredi? Nos dirigeants préfèrent gérer ces négociations en personne. Michael marqua une pause comme s'il considérait la logistique d'un voyage qu'il ne pouvait pas se permettre. Chicago est cher. Je ne suis pas sûr de pouvoir justifier les frais de déplacement en ce moment. Nous couvrirons tous les frais. Naturellement, le Palmer House Hilton. Nous aurons les contrats prêts pour votre examen. Le Palmer House, bien sûr. Victoria a toujours eu un goût pour le dramatique. Le même hôtel où TechFlow avait l'habitude d'organiser ses retraites d'entreprise, où l'ancienne vie de Michael avait commencé son effondrement spectaculaire 5 ans auparavant. Elle pensait probablement que l'emplacement était une justice poétique. Vendredi, ça ira, dit Michael finalement. À quelle heure? Après que l'appel fut terminé, Michael se pencha en arrière dans sa chaise et s'accorda un moment de satisfaction véritable. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. L'arrogance de Victoria et David était sur le point de devenir leur perte et ils y marchaient les yeux grands ouverts. L'appel suivant fut pour Jack Ridley. Ils ont mordu à l'hameçon, dit Michael sans préambule. Palmer House, vendredi après-midi. J'avais raison concernant leur psychologie. Ils ne peuvent pas résister à la victoire symbolique de me détruire au même endroit où mon mariage est mort. Êtes-vous prêt pour ce qui vient ensuite? Demanda Ridley. Une fois que nous aurons activé cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Des gens iront en prison. Michael pensa à la dernière année de sa vie, au stress, à la paranoïa, à la façon dont Emily avait tenté de cacher son inquiétude pour leur avenir. Il pensa aux clients qu'il avait perdus, aux dommages à sa réputation qui prendrait des années à réparer complètement, aux nuits blanches,
se demandant si ses ennemis trouveraient un moyen de détruire non seulement son entreprise, mais toute sa vie à Phoenix. Ils ont pris leur décision quand ils ont décidé de me déclarer la guerre, dit Michael à voix basse. Je ne fais que leur donner les conséquences qu'ils ont méritées. Le vendredi après-midi à Chicago était glacial, avec le genre de vent qui transperçait même le manteau d'hiver le plus épais. Michael se tenait devant le Palmer House Hilton, regardant la façade en calcaire, où tant de moments cruciaux de sa vie s'étaient déroulés. Il y a 5 ans, il avait été un mari naïf découvrant la trahison de sa femme. Aujourd'hui, il était un homme complètement différent, un homme qui comprenait le vrai prix de la confiance et la nécessité de s'assurer que la trahison ait des conséquences. Le hall de l'hôtel n'avait pas changé. Le même plafond orné, les mêmes sols en marbre, la même atmosphère d'argent ancien et de pouvoir corporatif. Michael s'enregistra à la réception, remarquant que sa chambre avait été prépayée par Walsh et Associés. Puis il se dirigea vers l'ascenseur. La chambre 1847 était au 18e étage, plusieurs étages en dessous de la chambre où il avait entendu pour la première fois Victoria avec David Miller. Tandis qu'il montait dans l'ascenseur, cela aussi semblait un voyage à travers le temps et l'espace. La réunion était prévue à 15 heures dans la salle de conférence Magnifi Smile de l'hôtel. Michael arriva 10 minutes en avance, comme à son habitude, et trouva Jennifer Walsh déjà en train d'attendre avec une pile de documents légaux et un ordinateur portable. Walsh était une femme aux traits acérés dans la quarantaine, avec le genre de compétences impitoyables que les avocats d'entreprise à succès cultivaient comme une marque personnelle. Elle se leva quand Michael entra, tendant une main soignée avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Monsieur Harris, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que cela ne doit pas être facile pour vous. Quand on se noie, n'importe quelle bouée de sauvetage semble attrayante, répondit Michael en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. À travers les baies vitrées de la salle de conférence, il pouvait voir la rivière Chicago serpenter à travers le canyon de gratte-ciel du centre-ville. Quelque part là-dehors, Victoria comptait probablement les heures jusqu'à ce qu'elle puisse revendiquer la victoire finale sur l'homme qui avait détruit sa vie. Walsh étala les contrats sur la table de conférence en acajou avec une efficacité rodée. Nos clients sont prêts à offrir 1,2 million pour votre base de données clients complète, vos contrats existants et vos méthodologies de conseil brevetées. La vente inclurait une clause de non-concurrence de 5 ans qui restreindrait votre capacité à opérer sur le marché du conseil dans le Sud-Ouest. Michael étudia les documents, notant les noms des sociétés écrans et la structure de propriété soigneusement obscurcie. C'est moins que ce à quoi je m'attendais. Phoenix Strategic Solutions était évalué à près de 3 millions il y a seulement 18 mois. Malheureusement, les événements récents ont considérablement impacté cette valorisation. Problèmes juridiques, défections de clients, atteinte à la réputation. Ces facteurs affectent la valeur marchande, le ton de Walsh était compréhensif mais ferme. Nos clients prennent un risque considérable en acquérant une entreprise avec ces défis. Qui sont exactement vos clients, demanda Michael. J'aimerais savoir avec qui je fais potentiellement affaire. Walsh hésita un instant, juste assez pour confirmer les soupçons de Michael sur ce qui se passait réellement ici. Des professionnels de l'investissement qui préfèrent garder leur discrétion, mais je peux vous assurer qu'ils ont une vaste expérience dans l'industrie du conseil. Avant que Michael ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et 2 silhouettes entrèrent, faisant s'accélérer son pouls. Malgré sa préparation minutieuse, Victoria avait l'air différente de ce qu'elle était 5 ans auparavant. Plus âgée, certes, mais aussi plus endurcie. Ses cheveux blonds étaient plus courts, coiffés en un carré strict qui accentuait les angles vifs de son visage. Elle portait un tailleur coûteux que Michael ne reconnut pas et quand elle le regarda, ses yeux verts contenaient un mélange de triomphe et de haine à peine contenu qui était surprenant par son intensité. David Miller avait mieux vieilli, bien que le succès lui ait donné un air d'arrogance qui n'était pas présent pendant ses jours chez Techflow. Son costume était clairement fait sur mesure. Sa montre était une Rolex et il se déplaçait avec la confiance d'un homme qui avait gravi l'échelle corporative en marchant sur les autres. « Bonjour, Michael », dit Victoria, sa voix ferme mais froide. « Tu as l'air fatigué. » Victoria, Michael garda sa propre voix neutre. « Professionnel. »« David, j'aurais dû deviner que tu serais impliqué là-dedans. » David sourit en s'asseyant sur la chaise à côté de Victoria avec la confiance désinvolte d'un prédateur qui a acculé sa proie. « As-tu vraiment cru que nous ne trouverions pas un moyen de te rendre l'appareil? Tu as détruit nos vies il y a 5 ans. C'est juste retour des choses. » « Laisse-eux, demanda Michael avec douceur. Parce que de mon point de vue, je leur ai simplement donné les conséquences de leur propre choix.
Ce sont vous qui avez décidé de trahir vos mariages, de voler votre employeur et de planifier la ruine financière de quelqu'un d'autre. Le sang-froid de Victoria se brisa légèrement. Hypocrite moralisateur, tu aurais pu gérer ça en privé. Tribunal de divorce, médiation, thérapie. Il y avait une douzaine de façons de mettre fin à notre mariage sans détruire ma carrière et ma réputation et t'en tirer avec la moitié de tout ce que j'avais bâti pendant que tu riais de la façon dont tu m'avais si intelligemment trompé. Je ne crois pas, dit Michael en secouant la tête. Je ne crois pas, eh bien, maintenant c'est notre tour de rire, dit David en se penchant en avant avec une satisfaction évidente. As-tu une idée du temps que nous avons passé à planifier cela? À quel point nous avons soigneusement orchestré chaque attaque contre ta précieuse nouvelle vie. Michael ressentit une bouffée de satisfaction lorsque David commença à s'incriminer, apparemment incapable de résister à la vantardie. Ce de son stratagème élaboré. L'enregistreur numérique dans la poche de sa veste capturait chaque mot, mais plus important encore, le système d'enregistrement de secours que Jacques Ridet avait installé transmettait tout aux agents fédéraux qui attendaient dans le hall de l'hôtel. « Comment avez-vous planifié cela » demanda Michael, encourageant David à continuer. « Espionnage corporatif, conseil, dit Victoria, la voix pleine de fierté. Les entreprises nous paient pour recueillir des renseignements sur les concurrents, identifier les vulnérabilités, exploiter les faiblesses. Nous sommes devenus très bons à cela et nous avons décidé d'utiliser ces compétences contre vous personnellement. Nous avons décidé de vous détruire de la même manière que vous nous avez détruits, répondit David. Systématiquement, professionnellement, sans aucune possibilité de récupération. L'audit de l'IRS était une bonne touche, observa Michael. Comment avez-vous réussi cela? Victoria sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Des tuyaux anonymes étayés par des preuves soigneusement construites de possibles évasions fiscales. Le gouvernement fédéral prend cela très au sérieux, tout comme le FBI lorsque ces tuyaux sont fabriqués, dit Michael à voix basse. La température dans la pièce semble chuter de 10 degrés Celsius. Le sourire de Victoria s'évanouit et la posture confiante de David changea légèrement. « De quoi parlez-vous » demanda Walsh, ses instincts d'avocate sentant clairement le danger. Michael passa la main dans sa veste et posa l'enregistreur numérique sur la table de conférence. « Je parle du fait que toute cette conversation a été enregistrée et transmise à des agents fédéraux qui sont actuellement en train d'examiner les preuves de votre conspiration criminelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria regarda l'enregistreur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux, tandis que le visage de David pâlit sous son bronzage soigneusement entretenu. « Vous bluffez » murmura Victoria. « Non, je ne le suis pas », Michael sourit et pour la première fois depuis des mois, son sourire fut parfaitement sincère. « Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé au cours de la dernière année. Chaque attaque contre mon entreprise, chaque document falsifié, chaque tuyau frauduleux aux agences fédérales, tout a été soigneusement documenté et retracé jusqu'à votre opération. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la rivière Chicago couler vers le lac Michigan. « Le cabinet de cybersécurité que vous avez engagé pour pirater ma base de données clients a été infiltré par des enquêteurs fédéraux il y a 6 mois. Les sociétés écrans que vous avez utilisées pour financer cette opération, leurs registres financiers ont été cités. Les fausses preuves que vous avez fournies à l'IRS. C'est une fraude fédérale passible de jusqu'à 20 ans de prison. » Les mains de Victoria tremblaient. « C'est impossible. Nous avons été prudents. Nous avons couvert nos traces. » Vous avez été arrogant, corrigea Michael en se retournant pour leur faire face. Vous avez supposé que j'étais la même victime naïve que vous aviez écrasée il y a 5 ans. Vous n'avez jamais envisagé que j'aurais pu apprendre de cette expérience et développer de nouvelles capacités. David retrouva sa voix, bien qu'elle fût significativement moins assurée que quelques minutes auparavant. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Tout n'est que preuve circonstancielle et spéculation. Michael rit. Il rit vraiment pour la première fois depuis des mois. David, vous venez d'avouer l'espionnage corporatif, la fraude fiscale et la conspiration criminelle devant un témoin et sur un enregistrement admissible devant un tribunal fédéral. Mais plus que cela, chaque élément de mes prétendues informations confidentielles du plan que vous avez volé au cours de la dernière année a été intégré de marqueurs de suivi numérique qui ont enregistré chaque accès, chaque copie, chaque transmission. La réalisation frappa Victoria comme un coup physique. Voulez-vous dire ? Je veux dire que chaque fichier que vous pensiez voler était en réalité un appât conçu pour documenter votre activité criminelle. La base de données client qu'il vous a tant coûté d'acquérir est entièrement fabriquée.
Les méthodes de conseil propriétaire que vous avez rétro-ingénierées ne valent rien. Les renseignements que vous avez recueillis sur mes opérations commerciales, tout est une fiction soigneusement construite, conçue pour vous mener exactement là où je voulais que vous alliez. Walsh rangeait frénétiquement ses documents, reconnaissant clairement que ses clients venaient de s'impliquer dans de multiples crimes fédéraux et que sa propre exposition légale s'étendait rapidement. Cette réunion est terminée, annonça TL. Mes clients ne répondront à aucune autre question sans une représentation légale adéquate. En réalité, dit Mick. À elle en consultant sa montre. Cette réunion s'est terminée il y a environ 30 minutes lorsque les agents fédéraux ont reçu la transmission des aveux de vos clients. Ils devraient arriver à l'instant. La porte de la salle de conférence s'ouvrit à la volée, révélant 3 agents du FBI en tenue tactique. L'agente principale, une femme au visage sévère d'une quarantaine d'années, montra son badge avec une efficacité professionnelle. Victoria Johnson Harris et David Miller sont en état d'arrestation pour complot en vue de commettre de l'espionnage corporatif, de la fraude fiscale fédérale et des crimes électroniques interétatiques. Vous avez le droit de garder le silence. Les minutes suivantes se déroulèrent dans un tourbillon de menottes, de droit Miranda et de la destruction systématique de la liberté de Victoria et David. Michael observa avec une satisfaction détachée son ex-femme et son co-conspirateur être emmenés en détention fédérale, leur plan de vengeance élaboré s'étant effondré en responsabilité pénale et peine de prison. Walsh tenta de partir avec ses clients, mais une deuxième équipe d'agents l'attendait pour l'interroger sur son rôle dans la conspiration. La salle de conférence, qui avait été remplie de triomphe et d'éclats de voix quelques minutes auparavant, était maintenant vide, à l'exception de Michael et de l'agente principale du FBI. Monsieur Harris, nous aurons besoin que vous veniez au centre pour fournir une déclaration formelle. Mais je voulais vous remercier pour votre coopération dans cette enquête. Votre volonté d'agir comme appât nous a permis de documenter des crimes qui auraient autrement été impossibles à poursuivre. Michael hocha la tête. Quand saurai-je le résultat? Sur la base des preuves que nous avons recueillies, j'attends à ce que les négociations de plaider coupable commencent dans les prochaines semaines. Votre ex-femme et Monsieur Miller encourent des peines fédérales importantes, probablement 8 à 10 ans chacun, plus des amendes substantielles et une restitution. Après le départ des agents, Michael resta seul dans la salle de conférence, regardant l'horizon de Chicago, là où son ancienne vie avait pris fin et sa nouvelle vie avait été forgée dans le feu. Son téléphone vibra avec un message d'Emily. Comment s'est passée la réunion? Il répondit, mieux que prévu, je rentre à la maison ce soir. Je t'aime. Sa réponse fut immédiate. Je t'aime aussi. J'ai hâte d'entendre tout. Tout. Michael sourit en ramassant ses affaires et en se dirigeant vers l'ascenseur. Emily méritait de savoir la vérité sur ce qui s'était passé ici, sur le jeu élaboré qu'il avait joué au cours de la dernière année, sur la femme qui avait tant tenté de détruire leur vie commune et qui, au lieu de cela, s'était détruite elle-même. Le vol de retour vers Phoenix fut comme un voyage vers l'avenir plutôt que loin du passé. Alors que l'avion montait au-dessus des nuages, Michael sentit un poids se lever de ses épaules qu'il portait depuis 5 ans. La justice, la vraie justice, était enfin rendue. 6 mois plus tard, Michael Harris était sur la terrasse de sa maison à Phoenix, observant le coucher de soleil du désert peindre le ciel de nuances d'or et de carmin. Dans sa main, il y avait une coupe de champagne en verre et à son doigt, un simple anneau en or qui captait les derniers rayons du soleil. Emily sortit de la maison, portant la robe blanche fluide qu'elle avait choisie pour leur petite cérémonie de mariage intime. Elle était radieuse, son visage rayonnant de bonheur et du genre de satisfaction profonde qui vient de la construction de quelque chose de réel et durable avec quelqu'un en qui l'on a une confiance totale. Le photographe veut prendre d'autres photos de nous ensemble, dit-elle en glissant son bras dans le sien. Es-tu prêt? Michael regarda le paysage désertique qui était devenu son sanctuaire, son refuge, son nouveau départ. Phoenix Strategic Solutions prospérait à nouveau, plus forte que jamais après que la publicité entourant la condamnation fédérale de Victoria ait en fait amélioré sa réputation en tant que personne qui affrontait les criminels et protégeait les intérêts de ses clients. La maison était remplie d'amis et de familles célébrant leur mariage, leur avenir, leur victoire sur les forces qui avaient tenté de les séparer. Je suis prêt à tout, dit-il en le pensant complètement. Dans une prison fédérale en Illinois, Victoria Johnson Harris entamait la 3e année de sa peine de 8 ans pour complot, fraude et espionnage corporatif. David Miller purgeait 7 ans dans un établissement différent, sa carrière corporative et son avenir financier détruits au-delà de toute réparation. Le détective privé Alex Choix, qui avait fourni un témoignage crucial contre les deux, purgeait 3 ans en sécurité minimale et serait libéré sur parole dans 18 mois.
Michael ne ressentait aucune satisfaction dans leur punition. La justice rendue était simplement la justice. Rendu, ni plus ni moins. Il était passé au-delà de la vengeance vers quelque chose de beaucoup plus précieux, une vie bâtie sur la vérité, la confiance et le genre d'amour qui pouvait survivre à n'importe quelle tempête. Alors que le photographe commençait à prendre des photos des jeunes mariés sur fond de coucher de soleil de l'Arizona, Michael réfléchit au chemin qu'il avait mené à ce moment. Il y a 5 ans, il avait été un homme brisé fuyant le naufrage de son premier mariage. Aujourd'hui, il était quelqu'un de complètement différent, plus fort, plus sage et absolument certain que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient jamais être reconstruits. Mais de nouveaux ponts, de meilleurs ponts, pouvaient toujours être construits par des personnes désireuses de les construire ensemble. Emily s'appuya sur son épaule tandis que l'appareil photo cliquait et Michael Harris sourit sincèrement pour la première fois depuis des années, sachant que son avenir était finalement, complètement, irrévocablement le sien.